Retrouvez la force de l'engagement. Avec AJP, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Sud Radio, la force de l'engagement, 15h, 15h30, Muriel Réus. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour la force de l'engagement, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font bouger la société. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui s'est imposé très largement dans les médias, dans les discours politiques, dans les projections économiques, celui de la baisse des naissances. Un sujet présenté comme une urgence nationale, une menace pour notre modèle social. Le président de la République lui-même a évoqué un réarmement démographique. Mais cette manière de poser le débat mérite d'être interrogée. De quoi parle-t-on véritablement ? D'un enjeu démographique ou d'un projet politique ? Pour en parler, je reçois aujourd'hui Anne-Cécile Maillefer, présidente de la Fondation des femmes, figure engagée de longue date sur les questions d'égalité et autrice de La panique démographique, publiée aux éditions Les Petits Matins. Mais avant d'entamer notre conversation, comme chaque dimanche après-midi, je vous propose un engagement et aujourd'hui, je vous propose de nous engager contre cette panique démographique. Le débat sur la natalité se durcit, s'accélère, s'idéologise. Certes, les chiffres s'imposent. En 2025, la France a enregistré 645 000 naissances, près de 20% de moins qu'en 2010. Le taux de fécondité est de 1,56 enfants par femme. Et pour la première fois, le pays compte plus de décès que de naissances sur une année glissante. Ces données sont solides, mais la manière dont elles sont interprétées est profondément discutable. Car ce basculement démographique est analysé comme une menace, une crise, un effondrement. Ce vocabulaire cristallise des peurs, et ces peurs appellent des injonctions. Faire des enfants, plus vite, plus tôt, plus nombreux. Avec en creux une cible implicite, les femmes, et la responsabilité qu'on leur fait porter. D'un indicateur statistique, on bascule vers une assignation sociale. Le corps des femmes devient une variable d'ajustement, un outil de politique publique. Alors, soyons sérieux, cette crise est largement instrumentalisée. La France reste, malgré la baisse, le pays le plus fécond d'Europe occidentale. À l'échelle mondiale, la population continue d'augmenter avec un pic attendu autour de 10 à 12 milliards d'individus d'ici 2080. La baisse de la natalité s'inscrit dans une dynamique que tous les démographes observent depuis des décennies. Elle est multifactorielle, économique, sociale, intime, existentielle. Quand les filles accèdent à l'éducation, poursuivent des études plus longues, entrent plus tard sur le marché du travail, elles construisent leur autonomie. Quand les droits progressent, contraception, IVG, égalité professionnelle, les femmes peuvent décider si, quand et avec qui elles ont des enfants. Dans ce cadre, la baisse de la natalité n'est pas un signe de déclin, c'est le produit direct de l'émancipation, de l'accès aux droits et de la transformation des modes de vie. C'est ce qu'on appelle la transition démographique, un mouvement universel observé dans toutes les sociétés qui se développent. Alors oui, la France consacre près de 3,5% de son PIB à sa politique familiale, l'une des plus généreuses au monde. Mais si les naissances baissent, cela devrait interroger les vraies causes. Car on ne décrète pas des naissances, et cela est vrai partout. En Hongrie, les politiques massives d'incitation financière, combinées à un durcissement des droits des femmes, n'ont pas inversé la tendance. En Italie, où malgré des politiques natalistes assumées, le taux de fécondité reste bloqué autour de 1,2 enfants par femme. En Chine, où les tentatives de relance passent désormais par des mesures de pression directe sur les femmes, aucun résultat probant. Partout, la même réalité s'impose. La décision d'avoir un enfant ne répond pas à une incitation. Elle dépend de conditions. Alors, interrogeons ces conditions. La charge mentale qui explose dès le premier enfant, un partage des tâches qui reste profondément inégal, des carrières qui se ralentissent, se fragilisent, parfois s'arrêtent, une autonomie économique qui recule au sein de la famille, et dans certains cas, des violences qui viennent percuter ces trajectoires. Avoir un enfant n'est pas un simple choix, c'est un engagement qui transforme une vie. Les femmes ne renoncent pas à la maternité, elles refusent simplement de la vivre à n'importe quel prix. Et ce que dit la baisse des naissances n'est pas un manque d'envie, c'est un manque de conditions. Celle d'une société qui garantit l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, celle d'un environnement de travail compatible avec la parentalité, celle d'un système qui protège, qui soutient, qui sécurise. La liberté de choisir est un droit inaliénable et c'est là que se joue la question démographique. Sud Radio, la force de l'engagement, Muriel Réus. Aujourd'hui, dans la force de l'engagement, je donne la parole à Anne-Cécile Maillefer. Bonjour Anne-Cécile. Bonjour Muriel. Présidente de la Fondation des femmes, autrice de La panique démographique, publiée aux éditions Les Petits Matins et que je vous encourage évidemment toutes et tous à lire. Alors dans ce livre, vous analysez ce récit qui s'impose aujourd'hui dans le débat public, une urgence démographique qui ferait de
la baisse des naissances un problème majeur. Mais vous proposez une autre lecture. Donc, de quoi parle vraiment cette panique démographique ? Alors la panique démographique, elle parle effectivement, j'utilise ce mot panique parce que on est dans une peur qui n'est pas rationnelle. Une panique, ça nous vient comme ça nous prend, et puis une panique aussi, ça nous amène à prendre de mauvaises décisions. Donc la panique démographique, moi je la dénonce, et j'explique qu'en fait elle vient depuis effectivement 2022-2023, elle est soutenue par des mouvements extrêmement conservateurs qui ont comme objectif de revenir entre autres sur les droits des femmes, et cette panique démographique, elle a trouver un écho effectivement auprès du président de la République qui a fait du réarmement démographique en quelque sorte la grande cause en 2024 et qui a supplanté en quelque sorte, et c'est très symbolique, la grande cause de l'égalité entre les femmes et les hommes, comme si l'un et l'autre ne pouvaient être compatibles. Or, moi, je pense qu'au contraire, l'égalité est tout à fait compatible avec la natalité. C'est d'ailleurs ça qui pourrait permettre d'ailleurs demain de faire en sorte qu'on ait un meilleur taux de natalité. Mais en tout cas, cette panique, moi, je la dénonce parce que j'ai envie de vous dire, tranquille, ce qui est en train de se passer était prévu depuis plus de 20 ans. Par exemple, quand on vous dit que les courbes se croisent, entre la courbe, il y a plus de morts que de naissances, ça fait peur. En fait, on a l'impression que du coup, le pays se meurt. Là, on est sur le baby boom, qui est une natalité sans précédent dans les années 50. Et là, ils arrivent tous à 85 ans. À un moment donné, évidemment que la vie s'arrête. Et oui, on ne fait pas autant d'enfants que pendant les 30 Glorieuses. Donc le croisement des courbes était tout à fait prévu depuis 50 ans. On le sait que ça allait arriver. Et la manière dont c'est présenté aujourd'hui, par exemple, avec toute cette terminologie de la fin de la civilisation, de la catastrophe, du drame, etc., c'est comme si c'est quelque chose d'inattendu, de soudain, qui est en train de nous plonger dans un avenir catastrophique. Alors, vous le dites, hein, c'est pas complètement nouveau. On en parle effectivement avec ces mots-là aujourd'hui, mais dès la fin du 19e siècle et dans les années 30-40, on avait des sujets qui étaient assez équivalents. Et puis après, il y a eu évidemment les avancées des droits des femmes, la contraception, l'IVG. Est-ce que cette panique démographique, avec ces termes-là et ces conséquences-là telles qu'elles sont évoquées, ne ressurgit pas précisément parce que les femmes ont gagné en autonomie, en maîtrise de leur corps et en liberté de choix? Ben oui, c'est exactement ça. Quand j'ai travaillé sur ce livre, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas la première fois qu'il y avait cette injonction qui revenait avec cette idée que, avec les droits des femmes, elles choisissaient d'en faire moins et donc ça allait nous amener à la catastrophe. Et c'est vrai qu'à la fin du 19e siècle, on observe déjà à ce moment-là une baisse de la natalité et on a exactement les mêmes débats. C'est-à-dire on a des mouvements féministes à l'époque, à la fin du 19e, qui demandent l'information sur la contraception, etc. Et on a face à ça des mouvements très conservateurs qui disent attention, il faut produire des soldats parce qu'en Allemagne, eux, ils en font 2 fois plus. Et on a effectivement la même chose dans les années 80, début des années 80, après toute cette décennie des années 70 qui, dans beaucoup de pays occidentaux, ont vu justement des progrès incontestables sur la contraception et l'avortement pour les femmes. On a ce qu'on a appelé ce backlash, ce retour de bâton. C'est Suzanne Faludi, une américaine, qui a théorisé tout ça. Et elle montre comment la figure de la mère, de la maternité, du retour à la maison, du retour à ce rôle traditionnel est vraiment quelque chose qui est mis en avant comme pour dire en fait, la liberté des femmes c'est bien, mais n'oubliez pas que votre rôle principal, ça reste quand même de faire des enfants. Et donc, vous pouvez être libre à condition de faire des enfants. Et cette condition-là, je trouve que c'est quelque chose qu'on entend encore aujourd'hui, c'est-à-dire, ok pour l'égalité femmes-hommes et travailler un peu le sujet des violences sexuelles, mais par contre, à condition que vous n'oubliez pas qu'il faut quand même que vous puissiez produire des enfants pour la patrie, pour les entreprises et pour les retraites. Et pour la guerre et pour les retraités. Et d'ailleurs, tous ces termes qui sont utilisés, réarmement démographique, on a même tous les termes utilisés par les responsables d'extrême droite, qui utilisent vraiment cette question pour aller même jusqu'au grand remplacement, parce que ça fait partie des discours qu'on entend régulièrement. Est-ce que cette réactivation d'un ordre social à préserver, où la natalité devient un levier, n'est pas aussi une forme de maintien d'une suprématie masculine? Oui, une suprématie masculine blanche aussi, je me permets de le dire comme ça, parce que, en fait, moi, quand je parle de natalité, je n'en parle pas du tout de la même manière dont c'est fait aujourd'hui par justement ces mouvements très conservateurs qui vont mettre vraiment l'accent sur la natalité des femmes
des pays occidentaux blancs. C'est-à-dire qu'en France, on va parler de réarmement démographique et dans le même temps, on va conduire des politiques d'incitation à la stérilisation des femmes à Mayotte. Mayotte, c'est un département français, mais Mayotte, c'est vrai que c'est un département du coup français qui est très très loin d'ici et où les femmes ne sont pas blanches. Donc on voit, et aux États-Unis, c'est pareil, on est vraiment sur sauver la famille chrétienne, blanche, traditionnelle, entre guillemets, américaine. Et il y a en fait, la natalité pour ces mouvements-là, c'est un eugénisme. Ce n'est pas n'importe quel enfant que l'on souhaite. C'est pas les enfants des immigrés, par exemple. C'est pas les enfants en Afrique. Non, c'est les enfants ici, entre guillemets de chez nous, entre guillemets de souche. Donc la natalité n'est jamais une question d'enfant, une question de vie, elle est une question de sélection. C'est vraiment comment produire des petits-enfants qui seront des fils loyaux et des soldats forts et loyaux, et comment on peut produire aussi des filles qui seront obéissantes et fertiles pour continuer à dominer en quelque sorte pour les années à venir le monde comme on le fait aujourd'hui. Alors j'aimerais qu'on parle un peu de ce mouvement, qu'on parle de ce mouvement des trade wives aux États-Unis, des femmes, la plupart du temps blanches d'ailleurs, cultivées, en tout cas de niveau social élevé, qui revendique ce modèle très structuré, soumission à un époux, maternité centrale, retrait de l'indépendance économique, présenté comme un choix libre et comme une alternative apaisée au féminisme, avec des slogans comme Make Trade Life Great Again, qui font directement écho au mouvement conservateur. Alors, on va en parler juste après la pause, si vous voulez bien. Retrouvez la force de l'engagement. Avec AJP, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Sud Radio, la force de l'engagement, 15h, 15h30, Muriel Réus. Donner la parole à celles et ceux qui font bouger la société, c'est sur Sud Radio et c'est la force de l'engagement. Aujourd'hui, avec mon invitée, Anne-Cécile Maillefer, présidente de la Fondation des femmes, autrice de La panique démographique. Nous nous engageons contre cette fameuse panique démographique pour une lecture lucide de ce qu'elle dit réellement de notre société. Alors, on évoquait avant la pause ces mouvements dits des trade wives, ces femmes qui revendiquent un modèle où la maternité est une vocation centrale, une façon de vivre une vie présentée comme un choix désirable, comme un choix égalitaire presque. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi certaines femmes adhèrent à ce type de modèle ? Comment il faut comprendre ce retour à des rôles très traditionnels, basés sur une hiérarchie des rôles et une disponibilité complètement ouverte à la maternité ? Je pense qu'on est au milieu du gué aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait, on souhaite l'égalité, les femmes ont quand même accédé à l'égalité en droit, mais on voit bien que dans le concret, c'est très difficile pour nous de tenir les deux bouts, parce qu'on continue néanmoins de remplir ce rôle traditionnel, tout en étant aussi, par exemple, sur le marché du travail. Et on remplit ce rôle aussi traditionnel, entre guillemets, de faire tenir la vie, d'être enceinte, d'accoucher, de nous assurer, puis il n'y a pas que ça, parce qu'après, il y a les maladies, il y a le soin au quotidien, le soin de la maison, que les femmes continuent dans leur immense majorité à faire de manière de plusieurs heures par jour. Donc, c'est très difficile de concilier les deux. Donc moi, dans une certaine mesure, je peux comprendre que certaines femmes se disent « c'est une arnaque ». Moi, je préfère du coup revenir au modèle d'avant où j'avais qu'une partie du job à faire, c'est-à-dire le job de femme, et pas le job de femme plus le job de femme libre, et dans une société qui n'accepte pas que les femmes soient tout à fait libres de travailler, de gagner leur vie, etc. C'est un combat qui est difficile pour les femmes aujourd'hui. Et du coup, moi, c'est pour ça aussi que je ne nie pas qu'il y a une baisse effective des naissances, et y compris qu'il y a une différence entre ce que les femmes aimeraient. C'est un peu plus de 2 enfants. Et ce qu'elles font vraiment, c'est à peu près 1,5, 1,6 aujourd'hui en France. Et cette différence-là, moi, je l'analyse comme ça. C'est parce que justement, notre société n'est pas très accueillante pour les mères, pour les femmes qui souhaitent à la fois être mères et quand même vivre dans une société égalitaire. Et donc, je peux comprendre que certaines se réfugient dans l'illusion que le rôle traditionnel va leur... Au moins, elles auront un break par rapport au fait de ne pas avoir à se battre tous les jours sur le marché de l'emploi. Donc, moi, je peux comprendre ça. Néanmoins, je pense que c'est une illusion, c'est un fantasme, parce qu'elles ne seront pas beaucoup plus heureuses. En tout cas, c'est ce que montrent, dans tous les cas, les statistiques. Quand on regarde
le bonheur et l'épanouissement des femmes, il décroît au fur et à mesure du nombre d'enfants qu'elles font. Donc, on voit quand même que c'est vraiment pas simple d'avoir des enfants, d'en avoir beaucoup, et y compris d'être une femme, par exemple, qui se consacre uniquement à ça. Ça reste extrêmement lourd au quotidien. Donc, en tout cas, il y a moi, ce que j'espère, c'est qu'on puisse, à l'avenir, réfléchir à cette question de la natalité de manière féministe, c'est-à-dire en se posant la question des conditions des mères et des conditions de la vie en général. Et quand on écoute les mères, c'est intéressant parce qu'on voit qu'elles dénoncent justement les inégalités à la maison, les violences, les discriminations et les conditions de vie en général. C'est-à-dire qu'elles ont besoin d'avoir des écoles pas loin, des médecins pas loin. Elles ont envie que leurs enfants puissent voir qu'est-ce que c'est les abeilles, les oiseaux. En fait, tout cet écosystème-là, l'humain n'est pas en dehors de l'environnement. Et quand, comme c'est le cas là depuis quelques années, on nous matraque à longueur de journée à nous parler de guerre mondiale, de crise économique majeure, de robotisation, de tout ce qui n'est pas vivant, de grande extinction des espèces, etc. En tout cas, toutes les statistiques, c'est pas juste moi qui le pense, c'est prouvé. Et d'ailleurs, dans mon livre, je montre énormément de statistiques qui prouvent que tout cela désincite à faire émerger la vie, à faire tenir la vie. En fait, nous rend la tâche difficile. Donc, c'est ce que j'appelle le paradoxe patriarcal de la reproduction. C'est à la fois nous pousser, nous inciter et nous rendre la tâche très difficile. Et après, se dire, c'est trop bizarre que les femmes, elles fassent pas d'enfants. Et donc, on va leur supprimer leurs droits. Donc, on va rendre le système encore plus difficile pour les femmes. Donc, ça, c'est un système qui se mord la queue et qui est de plus en plus difficile. Et donc, c'est pour ça que c'est pas si étonnant que ça que le taux de natalité continue de baisser. Et alors même que les femmes en veulent plus. Alors, ce paradoxe que vous évoquez, il est réel. Hein. Les conditions ne sont pas réunies pour qu'on ait fondamentalement un désir d'enfant comme ça, spontané, sans y réfléchir, sans s'y attacher et sans poser vraiment les conditions de ça, souvent, c'est ce qu'on a pour le natalité. premier. Après, pour le deuxième, on réfléchit. Moi, j'ai réfléchi beaucoup pour aucun, parce que voilà, j'ai trouvé que les conditions n'étaient pas réunies. Mais il y a quand même quelque chose de très inquiétant avec, par exemple, ce slogan Your Body, My Choice. Ah oui. Moi, je trouve que quand même, ces mouvements masculinistes, conservateurs, qui sont intégrés par les trade wives, par exemple, c'est quand même extrêmement dangereux, parce qu'il y a ces injonctions dont vous parlez, et en même temps, ces mouvements qui accentue encore plus la difficulté. Oui, parce que ces mouvements-là, leur objectif, c'est de remettre les femmes à leur place. Et c'est vrai que la baisse de la natalité leur donne un argument. C'est-à-dire qu'ils disent, vous voyez, à cause des féministes, c'est bientôt la fin de l'humanité. Alors qu'on va être, vous le disiez tout à l'heure, alors qu'on va être, vous le disiez tout à l'heure, 12 milliards environ d'ici 2080. Donc, on ne sait même pas comment on va nourrir tout le monde. Donc, on n'est pas du tout près de la disparition de l'humanité. Mais néanmoins, cette baisse de la natalité sert de vernis moral aux masculinistes qui vont du coup dire, regardez, à cause des féministes, à cause des droits des femmes, à cause de leur possibilité d'étudier, d'avoir un travail, de choisir leur conjoint, de choisir quand et comment, et si elles en veulent, à cause de cette liberté-là, eh bien, elles ne produisent plus assez d'enfants, donc il faut les remettre au travail reproductif, et faire que d'abord avant tout, elles fassent des enfants le plus tôt possible et qu'on les mette en couple le plus tôt possible. Ça, c'est vraiment le discours des masculinistes et de leur branche en particulier qui s'appelle les incels, les plus dangereux. D'ailleurs, ce sont des mouvements terroristes, considérés par le parquet antiterroriste en France comme des mouvements terroristes extrêmement dangereux, puisqu'ils vont jusqu'à chercher à commettre des attentats pour remettre les femmes à leur place. Donc ces mouvements-là sont très dangereux et ils utilisent vraiment la natalité. Andrew Tate, enfin tous les plus grands masculinistes aujourd'hui utilisent ce sujet, parlent du sujet de la natalité comme une sorte de la preuve qu'ils auraient raison. Alors moi, il y a un élément que j'ai trouvé, une analyse que vous faites, que j'ai trouvé extrêmement intéressante dans le livre, c'est le regard que vous portez sur les enfants eux-mêmes. Vous montrez que dans ce discours nataliste, l'enfant n'est pas seulement attendu, mais il est pensé comme une ressource. Oui. Il est pensé comme une ressource économique, sociale, stratégique, futur cotisant, futur consommateur, futur soldat. C'est comme si l'enfant n'avait plus de valeur pour lui-même et pour ce qu'il va rapporter à la société. Est-ce que ça change pas aussi complètement la manière dont on peut penser la natalité ? Oui, c'est vrai que la deuxième partie de mon livre, elle est entièrement tournée vers et qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut penser les choses si on souhaite une société vivante, vivable. Et c'est vrai que
ça pose nécessairement la question non seulement des femmes et des mères, qui très concrètement sont celles qui font ce travail reproductif, mais aussi du coup des enfants. Et c'est aussi ça qui est étonnant aujourd'hui. On parle beaucoup de natalité, mais on ne parle pas des conditions de vie des enfants aujourd'hui en France. Du fait qu'il n'y a jamais eu autant d'enfants qui dorment à la rue, du fait que les enfants de l'ASE sont dans des conditions terribles, c'est-à-dire qu'on les retire à des familles maltraitantes pour faire limite pire aujourd'hui avec le nombre de jeunes filles qui sont dans des réseaux de prostitution. C'est affreux. Et en fait, ça, c'est un paradoxe que les femmes voient, que les femmes sentent, que la société voit bien. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'en fait, avec les wagons No Kids aussi de la SNCF, c'est-à-dire qu'on nous parle de natalité, mais en réalité, est-ce qu'on veut vraiment des enfants avec tout ce que ça comporte de bruit, de bordel, d'inattendus, de maladies aussi, d'interruptions, de siestes, de ralentissement. Un enfant, ça vous ralentit nécessairement. Donc, on est dans une société qui veut toujours être le plus efficace et le plus vite possible, et on veut produire des enfants comme si ça sortait de l'usine. On veut le chiffre exact d'enfants qui nous permet que dans 20 ans, le nombre de cotisants, etc. Mais en fait, les femmes, c'est pas des usines, et les enfants, c'est pas des produits. Donc c'est pas comme ça, à mon sens. Tout ce langage-là, toute cette manière de penser est mortifère. En fait, on nous parle de natalité, mais pour moi, c'est une société qui va plutôt vers son autodestruction qui nous parle de natalité. Et moi, je veux pas aller dans ce délire-là. Et moi, j'ai envie de proposer un autre type de société, une société féministe qui est justement entièrement tournée vers la vie. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, une société tournée vers la vie ? Typiquement, c'est vraiment donner une vraie place aux enfants. Et donner une vraie place plus généralement justement aux soins, au métier du soin, valoriser tout ça. En fait, tout ce qui fait tenir la vie. Mais le soin, c'est pas juste les enfants, c'est les vieux, c'est les handicapés. En fait, c'est nous toutes d'ailleurs, tu vois, dans quelques années, on aura toutes besoin de ce soin-là. Là, tant qu'on est très active, etc., on s'en rend pas compte. Mais dès qu'il y a une maladie, dès qu'il y a un cancer, en fait, on a toutes besoin de ça. Et c'est ça qui fait tenir la vie. Et on est dans une société qui est entièrement mortifère, qui nous envoie dans le mur à tout bousiller le vivant, alors qu'en fait, il faudrait, si on veut vraiment parler de natalité, si on veut vraiment parler de la vie, il faut changer, renverser le système de valeurs qui est aujourd'hui à l'inverse de ce qu'il faudrait. Est-ce que c'est un sujet uniquement de femmes ? Quel est le rôle des hommes dans ce sujet ? Alors moi, je ne pense pas que c'est un sujet entièrement de femmes, mais je pense que les femmes aujourd'hui, comme elles sont un peu assignées à ce rôle dans nos sociétés contemporaines, elles ont une expérience de ça. Moi, je pense que les hommes, à partir du moment où eux aussi, ils prennent soin du vivant, donc à la fois tous les hommes qui sont soignants, par exemple, ou qui sont dans des métiers de l'éducation, ou les hommes aussi qui élèvent leurs enfants de manière correcte, en partageant les tâches comme ils devraient le faire, ils ont bien conscience de ça. Donc en fait, c'est pas le fait d'être femme ou homme, c'est le fait de son positionnement par rapport à ces actions de faire tenir la vie. Et je pense que tous les auditeurs hommes qui m'entendent et qui font ça, je pense que ça leur parlera aussi. C'est pas quelque chose qui est logé dans notre utérus. C'est vraiment quelque chose qui est logé dans notre pratique quotidienne, dans un rapport à la vie. Et en fait, quand on a des enfants ou qu'on s'occupe des enfants d'autres, en fait, c'est pas forcément être mère soi, mais quand on a ce travail de lien, de liant, qui peut être le fait qu'on est marraine, qu'on est tante, qu'on est plein de choses comme ça, on a un rapport à la vie qui est peut-être un peu différent de celui qui est un rapport très robot, automatisé, productif. Et je parle aussi beaucoup, du coup, dans mon livre, du temps. Du temps, du conflit, en fait, temporel entre le temps productif et le temps reproductif. La vie a besoin de temps. Et avec l'accélération en partie, aujourd'hui en plus avec l'intelligence artificielle, on va avoir des machines qui pensent 24 heures sur 24. Mais nous, les humains, on fait un burn-out si on fait ça. Donc, voilà. Oui, heureusement qu'on dort un peu quand même. Heureusement qu'on dort un peu. Donc la vie, elle ne peut pas être optimisée, être accélérée, être sans arrêt comme on est en train de chercher à le faire. En fait, on applique une logique d'usine, une logique de robot au vivant, et c'est ça qui nous amène dans le mur. Oui, aussi. La vie n'est pas qu'une performance. Alors, merci beaucoup, Anne-Cécile, pour cette conversation. Je rappelle le titre de votre livre, La panique démographique, publié aux éditions Les Petits Matins. Et La force de l'engagement, c'est chaque dimanche sur Sud Radio à 15h. Vous pouvez nous retrouver sur sudradio.fr et en podcast, bien évidemment. Et je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 15h, même énergie, et avec toutes celles et ceux qui font bouger la société. Excellent week-end. C'était La force de l'engagement. Avec Agipi, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé.